Mathis, un revenant, il est là. Ça fait plaisir de te voir, frérot. On revient de 2 mois d'expédition. Mais oui, c'était long. T'es rentré ce matin en plus là. Là, ce matin, je débarque de l'avion. Ah, là, on peut pas faire plus proche que ça là. Et quand on était au camp de base, tu m'as dit, dès que vous rentrez, je m'occupe de vous. Et ben voilà. J'ai pas encore vu Inox. Inès, il est pas rentré encore. Il est pas encore rentré en France, mais je te vois toi et ça me fait déjà plaisir d'avoir un petit peu de vos nouvelles. Première chose, je suis venu te voir direct. Direct. C'était la première mission. Ah, j'en pouvais plus là. J'en pouvais plus, regarde ça. Oh là là, les gars. Je suis le dernier à avoir coupé tes cheveux, mais je t'ai pas coupé les cheveux avant l'expédition. C'était déjà encore avant. C'est quand on est rentré à l'automne dernier, au mois d'octobre, après la Madablam. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah là, tu vois, je me suis dit tout l'hiver, je me suis dit, c'est pas la peine de recouper. Et là, vu que c'est début de l'été, je me suis dit, bon, quand même, let's go. On y va. Les gars, on a allumé les caméras aujourd'hui. On sait pas réellement ce qui va se passer. On est là en mode petit débrief de l'Everest. C'est ça. En mode chill détente. Et je vais m'occuper de toi en même temps. On va faire un bon reset au niveau de tes cheveux et de ta barbe. Déjà, on va commencer par se mettre d'accord, toi et moi, sur ce que tu vas faire. Ta coupe de cheveux, est-ce que tu as des idées ou vraiment tu me laisses gérer? Franchement, carte blanche. Fais ce que tu veux. Tu vois, moi, je suis pas... Ça, j'aime bien, les gars. Quand on me laisse gérer, qu'on me laisse carte blanche, j'adore. Franchement, je te fais 100% confiance. Vas-y. Fais-toi plaisir. Ça marche. Moi, je pensais partir sur un truc que t'as jamais fait, de préférence, tu vois, pour te faire découvrir de nouvelles coupes de cheveux. Allez. Je pensais soit un taper ou soit un burst fade, un dégradé espagnol. Donc, je vais voir sur quoi je pars. En plus, je te mets dos au miroir, comme ça, tu te découvriras qu'à la fin. Je vais pas voir. Ah ouais. Ok, let's go. C'est parfait. Et la barbe aussi, on fait un petit coup de propre, quoi. Ouais, la barbe, t'as vu, moi, elle est pas hyper dense. Ouais. Mais tu vas voir, je vais la retravailler en fonction et ça va le faire. En tout cas, prends du temps pour toi, profite, là, c'est bien mérité. Et comme ça, on va discuter un peu de tout ça. Ok, bon bah c'est parti. Je vais venir me munir de mon ciseau. Donc là, les gars, la caméra, elle rec. C'est une petite session entre potes. Donc là, t'es rentré ce matin. Après, ce matin, ouais, on a eu un petit problème d'avion, ça nous a décalé, mais... T'as pu dormir un petit peu dans l'avion et tout, là, sur le retour? Ouais, j'ai dormi un petit peu. Ouais. Bon, tu vois, tu dors par moment, donc c'est pas non plus... C'est des micro-siestes, un peu, Ouais, quoi. c'est ça, c'est pas un méga sommeil. Je te cache pas qu'on a quand même fait la fête à Katmandou quand on est rentré. Hein. Ah bah c'est normal. Attends, fallait fêter cette victoire, carrément. Bah ouais, carrément, du coup... Donc ça y est, ça me fait bizarre de pouvoir dire en vidéo que vous avez validé l'Everest, là. Mec, on l'a validé, hein. On l'a fait. Hein. Sors, on vient, on se fait une poignée de main, s'il te plaît. Une poignée d'hommes, putain! C'est Celui-là, trop lourd! On nous l'enlèvera pas, hein, je te le dis. Ah putain, mes frères, c'est fait, quoi. Et en vrai, tu vois, c'était le gros projet pour Inès. Pour moi, c'était pareil, c'était aussi un projet quand même méga important. Ah, c'est costaud, quand même. Depuis plus d'1 an, on faisait que de m'en parler tout le temps, tu vois, tous les jours. Il y avait une sorte de pression un peu autour du projet, tu vois. Et même, tu reçois des messages H24, c'est ce que tu me disais, toi, sur Insta et tout. Toi, c'est... H24, les gens ils m'envoyaient des messages pour savoir si Inox il allait bien. C'est vrai que ça met la pression un petit peu, tu vois. Parce que il y a un tel engouement. Est-ce que les gens te demandaient si toi aussi t'allais bien quand même? Il y a des gens qui disent ouais, vous allez bien, et tu lui demandes voilà, est-ce que vous allez bien. Voilà, c'est ça, parce que vous étiez quand même deux à faire cette expédition, tu vois. De toute façon, on était tout le temps. Enfin, moi, ce que je disais à l'entourage d'Inès de Inox pour les rassurer, c'est qu'on était tout le temps ensemble, tu vois. Voilà. On est tout le temps en binôme. En binôme, on est à 1 mètre l'un de l'autre. On dort dans la même tente, tout le temps ensemble, on est encordés ensemble. Donc, s'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose à tous les deux, tu vois. C'est pas que lui ou. Bien sûr. Ça a dû tellement vous rapprocher encore cette expédition. Ah bah ouais, là, t'imagines 2 mois. Hein. 2 mois, tous les jours, H24 ensemble. C'est comme un petit couple après, frère. C'est que vous étiez comme un couple, quoi. Donc là, il devait y avoir des hauts, des bas. C'est ça, tu vois, sur 2 mois, t'as toujours des hauts, des bas. Il y a des jours t'es malade, il y a des jours t'as moins la motivation, t'as envie de rentrer chez toi. Ben on a chacun nos humeurs en fait, tu vois. T'as un peu des humeurs, ouais. Bien sûr, c'est normal, quoi. Et tu sais, des jours, si toi par exemple tu vas peut-être pas être très bien mentalement, ou tu peux avoir mal au ventre. Ouais, ça met vite en doute, tu vois. Tu dis ah putain, j'ai mal au ventre, ça va peut-être pas le faire pour le sommet. Donc. La météo aussi, parce que moi, la dernière fois que j'avais eu des nouvelles de vous étiez bloqué au camp de base à cause de la météo, à cause du vent, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a beaucoup de vent, il y a eu pas mal de jours de mauvais temps, qui ont un peu compliqué notre acclimatation. Et en fait, vraiment, la clé pour faire l'Everest, c'est la météo. Hein. Faut vraiment que tu aies le créneau parfait, quoi. Et ce qui est génial, c'est que au sommet, vous avez eu un ciel bleu de zinzin. Et qu'on a eu, la météo parfaite. Parfaite. Tu peux pas faire. Mais on a eu chaud, hein, parce qu'à la base, on devait faire le sommet le 19. Finalement, on était un peu fatigué. On dit ok, on décale d'un jour. Ah, vous avez préféré décaler? Si tu veux, le mec, il nous dit, il n'y a pas de vent le 19, 20, 21, 22. Tu vois, il y a 4 jours sans vent. Le 19, premier jour, on se dit, il y a beaucoup de monde. Toi, tous les gens, ils voulaient faire le premier jour. Et nous, on était un peu fatigués, donc on se dit, bon, on va décaler au 20. Le 20, le gars de la météo, il me dit, écoute, normalement, il fait beau, mais il me dit, il y a quand même une prévision qui dit que il peut se passer quelque chose qui est pas prévisible, ou que la plupart des modèles météo ne vont pas voir. Et il me dit, du coup, beaucoup de monde, plus du vent surprise,
gros risque d'accident, tu vois. Ouais. Et donc moi je vais voir les Sherpas, je leur dis bon écoutez on va pas prendre le risque, le 20, c'est pas grave, on fait un jour de repos de plus et on y va le 21, tu vois. Et sauf que les mecs, tu vois, les Sherpas, ils voulaient absolument y aller le 20, tu vois, parce que eux ils veulent y aller le plus tôt possible. Tu vois, pour clôturer l'expédition. Pour clôturer l'expédition, puis eux ils voyaient qu'il n'y avait pas de vent, ils disaient bon ça sert à rien de décaler un jour de plus, tu vois. Je m'impose vraiment et je leur dis bah non vraiment on y va le 21, faites-moi confiance, on y va le 21. Et au final on part le 21, journée de malade. On part du camp 4, donc de 8000 mètres pour aller faire le sommet, on part à 9h du soir, donc tu marches toute la nuit. Attends, à 9h du soir vous partez pour monter l'Everest là. Pour le sommet. Ouais, pour le sommet. Et donc du dernier camp, le camp 4, qui est quasiment à 8000 mètres, on part à 9h du soir et là on voit une espèce de guirlande de lumière dans la montagne. Et en fait c'est tous les mecs qui étaient partis encore plus tôt que nous et ils étaient déjà sur la montagne, tu vois. Et donc là on se dit bon aujourd'hui il va y avoir du monde quand même. Rapidement on les rattrape, donc on se retrouve un peu dans une sorte de queue tu vois, une file indienne de mecs quoi. Ah, ça fait des bouchons quoi en fait. Ça fait un peu des bouchons. Comme les bouchons sur le périph' à Paris quoi. Bah c'est un peu ça, c'est-à-dire que en fait il y a une seule corde, t'as une seule corde et tu peux pas t'en sortir quoi. Tu peux pas doubler. Tu peux pas doubler, c'est impossible. C'est compliqué de doubler, c'est compliqué. En fait t'es obligé de t'enlever de la sécurité et pour doubler ça te demande un gros effort, donc globalement tu doubles pas. Et là toute la nuit on marche, il faisait moins 25, moins 30 à peu près. Donc on a toute la combi qui est gelée, en fait ça fait comme une cascade de glace sur ta combi, mais par contre il n'y a pas de vent, zéro vent. Donc ça c'est bon signe ça. 0 km/h. Tu t'imagines, moins 25, moins 30. Avec du vent en plus. Tu rajoutes même juste 20 km/h de vent, ça change tout, tu te gèles. Nous on est monté, on n'avait même pas des gros gants, on était en petits gants. Donc là on marche toute la nuit, lever de soleil incroyable, mer de nuages, vraiment des lumières de fou. Et ouais, on arrive au sommet sud, avant le Hillary Step, là, le Rosso qui est connu, là, qui est un petit peu technique, au lever du jour, donc vers 6h30, 7h du matin. Et là il y avait pas mal de monde sur les Hillary Step, donc tous les gens qui étaient avant nous, ça bouge un peu parce que ça fait un passage un petit peu technique, tu vois. Donc les gars ils prennent du temps. Et là nous on fait le sommet vers 8h, ça nous prend 1 heure pour faire les derniers 100 mètres parce que en fait les gars ils sont bloqués, si tu veux t'es obligé de te croiser, donc tout le monde se croise sur ce passage. Et là on arrive au sommet, donc à 8h du matin je crois heure locale, et on reste au sommet 3 quarts d'heure quoi. 3 quarts d'heure, 1 heure. 3 quarts d'heure vous avez pu profiter là-haut. Ouais. Incroyable. Et quand t'es proche du sommet, comment t'es mentalement dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe quand tu dis que tu vois, c'est le dernier moment avant d'atteindre le sommet là? En fait quand tu pars du camp 4, on savait qu'on allait le faire. On savait qu'on allait aller au sommet, tu vois ce que je veux dire? On savait que la météo était bonne, il n'y a quasiment rien qui peut t'arrêter. Qui peut t'arrêter à ce moment-là, ouais. La partie sommet sud, sommet nord là, donc la partie Hillary Step, t'as l'impression que t'es dans un rêve en fait. Wow. J'ai l'impression d'être dans une sorte d'endroit paradisiaque, tu vois, une sorte d'îlot dans les nuages, tu vois, c'est trop bizarre. Franchement, la sensation trop bizarre. Et puis tu sais, c'est des endroits que t'as tellement vu en photo, dont on a tellement parlé. Et là, tu le vois en vrai. Il y a tellement d'histoires autour de ça que quand tu grimpes, t'as l'impression d'être dans un livre d'histoire, tu vois. Tu te dis, ah ouais, les mecs là, leur accident c'était là, ah ouais, tel gars il a fait ça, la première descente à ski, tu vois, tu repenses à tous les gars qui ont fait avant, tu vois. C'est assez fou, quoi. Tu te dis, c'est l'endroit que t'as vu en photo 250 fois et là, t'y es, quoi. Donc c'est vraiment particulier. Et là, toujours vraiment en binôme avec Inox, quoi. Ouais, toujours très proche. Là, on se quitte pas, on est vraiment. En fait, moi, j'étais juste devant lui, le Sherpa d'Inès, là, Inanoru, qui était derrière lui. Donc, tu vois, on est vraiment, on le prend en sandwich et il est vraiment entre nous deux. Sécurisé à 100%. Au max. Et en fait, là, le passage Hillary, il y a beaucoup de monde parce qu'en fait, les gens, si tu veux, tout le monde se croise. C'est-à-dire que les mecs qui vont au sommet, qui redescendent du sommet et ceux qui vont au sommet. Ah, d'accord, en fait. Et c'est un endroit étroit, tu vois. Les gens qui montent et qui descendent, c'est au même endroit, en fait. On est obligé de se croiser. Ah, vous êtes obligé de vous croiser. Ah, ouais. Et si tu veux, le passage est vraiment aérien et t'as qu'une seule corde. Si tu veux, c'est pas facile de se croiser parce que t'es obligé de te déclipper de la corde pour passer le mec, se reclipper sur la corde. Ouais. Et donc c'est galère un peu. C'est là où ça galère un peu et ça bouche et c'est là où t'as les photos un peu, tu sais, des embouteillages. Ouais, oui, voilà, les fameux, ça on les voit partout, ça. Voilà, ça, les photos où les gens ils disent ouais, c'est n'importe quoi, il y a trop de monde. Voilà. Le surtourisme, tout ça. C'est ça. En fait, il y a pas beaucoup de monde. En soi, c'est qu'il y a pas beaucoup de monde. C'est juste que tout le monde y va en même temps, à la même heure. Ouais, et du coup, ça se croise. Donc forcément, ça crée. Et ça crée du trafic à un moment donné. Et Inès, ça l'a stressé, tu vois. Inès, il a été très stressé à ce moment-là. Il s'est senti en danger, tu vois. Crise d'angoisse, genre un peu façon quoi. Pas crise d'angoisse, mais pas loin, tu vois. Il était pas rassuré parce que tu vois que ça bouge pas en fait. Tu vois, à un moment donné, tu dis, les mecs, il y en a qui arrivent pas à descendre, il y en a qui arrivent pas à monter. Oh là là. Tu te demandes comment la situation elle va se débloquer quoi. C'est ça, ouais. Et toi, t'es comme si t'étais en plongée, c'est-à-dire que tu t'es dépendant de ta bouteille d'oxygène. Et là, à ce moment-là, t'es sous bouteille d'oxygène. Là, t'es sous bouteille d'oxygène. Et tu vois, ton temps, il est compté, quoi. Parce que ta bouteille d'oxygène, elle est pas infinie. Donc, c'est un peu stressant, tu vois. Tu te dis, t'as l'impression d'être un peu bloqué à un endroit où faut pas que tu sois bloqué, quoi. Et là, moi, je le rassure, je dis non, t'inquiète pas, ça va aller. On a suffisamment d'oxygène, t'en fais pas, quoi. Et tout le monde est sous oxygène, même les Sherpas. Tout le monde est sous oxygène. Là, c'est
tout le monde 100% sous oxygène. Même les Sherpas qui ont l'habitude, les Sherpas, tu vois, nous, nos Sherpas, là, les mecs qui étaient les plus forts des Sherpas, ils montent jusqu'au camp 4, donc jusqu'à 8000 mètres, eux, ils n'utilisent pas d'oxygène. Eux, ils montent sans oxygène, et à partir du camp 4, de 8000 au sommet, ils utilisent de l'oxygène. En fait, si tu n'utilises pas d'oxygène, c'est trop dangereux pour ta santé. Tu perds des neurones, en fait. Toi, ton corps, il se dégrade tellement que tu peux vraiment avoir des séquelles à long terme, tu vois. Donc, faut pas jouer avec ça. À 2 ou 3, non, faut vraiment pas jouer avec ça. Et là, quand t'es au sommet, la petite larme à l'œil ou pas? Ouais. Là, c'est les émotions, là. Émotion max, là. Émotion. Inès, il nous a fait un super beau discours. Ah oh? Ouais. C'est vrai? Ouais, il est arrivé, il a vraiment sorti tout ce qu'il avait sur le cœur. Parce que moi, sachez les gars, petite, excuse-moi frérot, le documentaire, à l'heure où nous on tourne cette vidéo, il est pas encore sorti, tu vois. Non, là, tu viens de... Donc là, j'ai toutes les exclus pour moi, là. C'est vrai que là, t'as toutes les exclus en avant-première. Ouais, donc il a fait un super beau discours. Un super beau discours, tu vois, où il remercie tout le monde, tous les gens qui ont pu l'aider pour le projet. Ouais, super émouvant. Puis même, tu vois, même moi, à titre personnel, t'es quand même sur le plus haut sommet du monde. Bien sûr, ça fait un truc, et quoi. Ouais, juste de penser, tu vois, aux gens qui ont qui sont proches, qui t'ont aidé dans le projet, c'est pas un projet que tu fais tout seul, tu vois. On a des énormes équipes, tu vois, entre le gars qui te fait la météo, le gars... D'ailleurs, ça réunit combien de personnes à peu près, une équipe On n'était pas très nombreux, tu vois, on devait être une quinzaine à peu près, tu vois, donc au camp de base, t'as le gars qui te fait la manger, toi t'as un cuisinier avec des assistants, donc eux ils devaient être 3-4. Après on avait 7 Sherpas, mais les 7 Sherpas en fait ils travaillent pour toi tout le long de l'expédition, c'est-à-dire qu'ils vont monter de la nourriture dans les camps d'altitude, ils vont monter les tentes, les bouteilles d'oxygène, et après lors du sommet, on n'est pas avec les 7 Sherpas, tu vois ce que je veux dire, on a juste un pour un mec qui t'aide à changer tes bouteilles d'oxygène et à porter des bouteilles d'oxygène. Ouais, est-ce qu'on sait combien il touche un Sherpa pour une expédition? En gros, un Sherpa il est payé sur l'expédition, je crois qu'ils sont payés à peu près $6000 pour toute l'expédition. $6000 pour toute l'expédition, ok. Sachant que le salaire moyen au Népal c'est $200. Ouais, voilà, donc pour eux c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Les Sherpas maintenant c'est vraiment c'est un peu les boss du Népal, tu vois, c'est eux qui gagnent très bien leur vie, et après ils font un métier qui est dangereux, hein, mais... Ah c'est clair, bah tous les jours tu risques ta vie, quoi. Ouais, c'est ça, ils risquent leur vie, ils portent Même si les mecs ils sont hyper calés, un accident c'est vite arrivé, comme quand tu dors au camp de base, ça peut arriver qu'un truc qui te tombe dessus, tu le vois pas arriver. C'est ça, il y a toujours des pentes énormes, tu vois, des pentes hyper grandes, et du coup tu peux avoir des chutes de pierre, tu peux avoir des chutes de glace, et le fait d'être tout le temps dans la montagne, t'augmente le potentiel, tu vois, le risque. Est-ce que vous vous êtes senti un moment vraiment en danger, il y a eu un imprévu, je sais pas, qui a fait que, et genre vous êtes senti vraiment en danger, quoi? Il n'y a pas eu d'imprévu, mais quand tu traverses l'Icefall, t'es pas rassuré. C'est-à-dire que la partie entre le camp de base et le camp 2, tu traverses un glacier qui est rempli de tours de glace, tu vois. T'as des tours de glace, des séracs. Putain, mais c'est dingue de partout. Tu verras dans le documentaire, tu passes au milieu tu chemines en fait au milieu de cette glace. À chaque fois qu'on passait, ça changeait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait, il y avait des éboulements entre temps. Et il y a vraiment des endroits qu'on avait identifiés où on se disait, ok, là c'est vraiment dangereux. Faut pas qu'on traîne, tu vois. Je lui disais à Inès, je lui dis, ok, là on trace, parce que t'as vraiment des endroits où la glace, c'est déversant, tu vois. C'est déversant au-dessus de ta tête. Tu te dis, bon bah là ça va tomber à tout moment, quoi. Et là c'est un peu la roulette russe. C'est-à-dire que là, ça peut tomber à n'importe quel moment. Là, il y a un ou deux moments, tu te sens quand même pas trop rassuré. Ouais, t'es pas hyper rassuré. Non, là tu te dis, pas une situation d'avenir, quoi. Ouais. Pas rester là. C'est dingue. On va pas s'éterniser ici, hein. Et tu me parlais aussi des chutes de bouteilles d'oxygène. Après, du coup, donc entre le camp 2 et le camp 4, là, tu montes dans la face face ouest du Lhotse, là. Elle est assez raide, elle doit faire 40 degrés, 40-45 degrés. Et nous, le jour où on y était, il y avait beaucoup de monde quand même. Les mecs, ils changent les bouteilles d'oxygène, tu vois, au milieu de la face. Ou même des fois, les gars, ils veulent prendre leur bouteille d'eau ou quoi. Et en fait, ils font pas gaffe, tu vois, et ils font tomber. On a vu plusieurs bouteilles d'oxygène tomber, tu vois. Et tu la vois passer à Magbal dans la face, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, t'as pas envie de la prendre. Parce que, si tu veux, souvent, elles ont une direction assez rectiligne, donc elle va tout droit. Mais des fois, elle rebondit, et dans le rebond, tu sais, elle peut partir sur les côtés, quoi. Et là, tu te dis, si jamais ça part sur un côté et que ça vient de te taper dessus, c'est fini, quoi. Donc là, au final, tu te rends compte que quand même, le facteur humain, il est assez dangereux, quoi. À l'Everest, un accident, c'est très vite arrivé, quoi. C'est très vite arrivé. Et le problème, c'est que c'est très vite très compliqué, quoi. C'est très vite grave, très grave. Et ça peut être compliqué à gérer, quoi. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait, au-delà du camp 2, c'est très compliqué d'avoir un hélicoptère pour se faire évacuer. Ouais, c'est ça, en fait, quoi.
Donc t'es obligé de redescendre par tes propres moyens. Oh là là. On a vu des gars, on a vu des mecs, on a vu des morts, hein. On a vu des gars morts, on a vu des mecs qui descendaient des corps. Hein. Ouais, on a vu des... Alors, il y a des corps des années d'avant qui descendent. Ah, je pensais que moi, les corps, ils les laissaient... Bah, ils les laissent, tu vois, mais au bout d'un moment, ils vont les chercher. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils les laissent, ils vont faire marcher l'assurance en disant, bah là, le corps, il est à tel endroit, et, ça va coûter, je sais pas, 30 000 $ pour aller le récupérer. Pour les faire rapatrier, donc, ils font marcher les assurances, et des fois, ça prend 2, 3 ans, 4 ans pour faire marcher les assurances. Nous, on a vu le gars, un corps là, enfin le corps d'un gars, c'était un Américain, qui est mort en 2017. Il le redescendait juste là, tu vois. Et on a vu des gars qui étaient aussi très gravement malades, tu vois, qui s'étaient gelés les mains. Là, t'as besoin d'avoir 2, 3 Sherpas qui s'occupent de toi, quoi. Ouais, qui s'occupent de toi. Ouais. Ils s'occupent de toi et ils font comme un rappel, tu vois, c'est-à-dire qu'ils te mettent dans une sorte de barquette et ils te descendent comme un rappel, tu vois. Mais du coup, ça prend du temps, parce qu'en plus, c'est pas tout droit, toi, ça traverse, donc c'est le bordel, hein. C'est vraiment le bordel. Mais moi, je me posais une question. On parlait tout à l'heure des moins 25 degrés, par exemple. Vous avez tourné le documentaire là-bas, mais comment vous faites pour les batteries? Comment ça se passe pour les caméras, tout ça, le matos, quoi, tu vois? Hyper compliqué. On a craché les 2 drones. On avait 2 drones. On a craché les 2 drones et les caméras, elles marchaient pas. On avait, tu vois, on filmait avec des boîtiers là, des Sony Alpha 7. Ouais. Ils marchaient pas? Il faisait trop froid. Et ils enregistraient pas. C'est-à-dire que tu l'allumais, mais quand tu faisais le rec, il tournait dans le vide, quoi. Ça enregistrait pas sur les cartes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que t'es obligé d'avoir tout ce qui est ta bouffe, ton eau, tout ce qui est batterie. T'es obligé de tout le mettre dans ta combinaison. Ouais, comme ça, c'est au chaud, quoi. Tout dans ta combinaison. Ouais, c'est au chaud par rapport à la chaleur de ton corps, quoi. Tout le temps. C'est-à-dire que tu dors avec. Tu l'as toute la journée et t'as pas le choix, quoi. Ce qui m'intéresse, j'adore la graille. Donc ça, c'est une partie importante pour moi. Qu'est-ce que vous avez mangé tout ce temps-là, là? Là, on n'en pouvait plus. Tu manges toujours la même chose. C'est très répété, quoi. C'est-à-dire que tu vois, le camp de base, il est à 7-8 jours de marche. Donc en fait, les gars, si tu veux, ils envoient des porteurs avec de la nourriture. Donc comme tu dirais, des courses, tu vois, du ravitaillement. Mais sauf que ça met déjà 7 jours à arriver. Wow. Donc tu peux pas avoir vraiment de produits frais. Donc en fait, on mange énormément de... Nous, surtout, on avait demandé à manger beaucoup de produits locaux. Tu vois, on voulait pas faire importer de la bouffe européenne. On mangeait énormément de pommes de terre, de pâtes. Tu vois, t'as pas trop de sauce, on mange quasiment pas de viande parce que la viande, c'est impossible de la garder. La conserver? De la conserver. Donc tu vois, une fois ou deux, on a mangé du poulet et c'est hyper rare. Et donc tu manges souvent la même chose. Sinon, c'est des trucs hyper simples, quoi, en fait. Ouais, beaucoup de frites, beaucoup de... Des fois, le gars, il arrive à faire un peu des pizzas, tu vois, mais ça a toujours un peu le même goût. Et en vrai, en altitude, tu perds un peu la sensation de faim. Ouais, ok. T'as pas faim en altitude, c'est horrible. T'as pas envie de manger. Limite, par moment, tu te forces à manger, quoi. Ah bah non, on se forçait tout le temps à manger. Tout le temps, tu te forces à manger et à boire. Pour ça aussi que Inox, il a perdu beaucoup de poids, alors. Ah ouais, il a perdu 10 kilos, là. 10 kilos quand on est rentré à l'hôtel. Donc là, t'es venu me voir. Après, tu rentres à la maison. Ouais. C'est quoi le premier truc que tu vas faire en rentrant Déjà, tu vas retrouver un lit. Faire un barbecue. Si on n'a pas mangé de viande, on a mangé très peu de viande. Très peu de viande. C'est hyper compliqué d'avoir de la bonne viande, de la viande fraîche. C'est très dangereux. En fait, on veut pas tomber malade, tu vois. Si tu tombes malade, c'est fini. Et donc là, je crois que je vais rentrer, je vais me faire un gros barbecue. Oh là là, le kiff. Barbecue, une bonne douche. Oh, la douche. Ah ouais, la douche, elle va être... La douche, on pouvait prendre des douches au camp de base, mais t'es obligé de les faire les jours où il fait très beau. Faut qu'il fasse vraiment beau et chaud pour pas tomber malade. Si tu veux, tu demandes au cuisinier de te faire une sorte de bac d'eau chaude de 15 litres. Donc t'es vraiment limité et tu te rinces vite fait, quoi. Tu vois, ouais. C'est chronométré, quoi. C'est ça, c'est chronométré. Tu prends une douche tous les peut-être 15 jours, quoi. 10 jours. Ah ouais, une bonne douche, ça va faire plaisir. Et la famille, retrouver la famille, quoi. Retrouver la famille, ouais, ça fait 2 mois qu'on les a pas vus. Puis même, tu vois, la nuit, tu dors dans un sac de couchage. La nuit, il faisait -5, quoi. -5, -10 toutes les nuits. Donc tu dors tout le temps avec ton bonnet, tu dors avec la doudoune tout le temps. Et ça, c'est fatigant au bout d'un moment. Ah, tu m'étonnes. Mais frérot, vous avez gravi l'Everest, du coup. C'est quoi le prochain défi? Tu peux pas avoir... J'avoue que... Là, t'as fait le défi d'une vie, en fait, quoi, tu vois. C'est ça. C'est le défi d'une vie. Et là, c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul, tu vois. Faut prendre un peu de recul parce que... Même pour nous, c'était quand même un gros défi. Il y a beaucoup de monde qui en a parlé. Il y a énormément de gens qui sont un peu... C'est vrai qu'il devait y avoir une telle pression sur vos épaules, quand même. Ouais, c'était fou. La pression était... Parce que t'as pas envie... En fait, c'est bête à dire, mais t'as pas envie de décevoir les gens aussi, tu vois. Bah non, on voulait pas décevoir les abonnés. Pas envie de décevoir, mais en même temps, il faut pas que ça impacte ta santé, il faut pas que... faut pas non plus... Faut avoir des limites, quoi. C'est exactement. C'est-à-dire que moi, le plus important, c'était quoi qu'il arrive, rentrer sain et sauf, tu vois, prendre aucun risque. Ni pour nous, ni pour les Sherpas, tu vois. Et j'ai vraiment dit aux Sherpas, vous prenez pas de risque, c'est pas grave, si ça fait pas, ça fait pas, tu vois. La montagne, elle sera toujours là, tu vois. Ça, c'était vraiment le plus important. Et maintenant, bah, c'est sûr que le prochain défi, là, il faut prendre un peu de recul, ouais. C'est la plus haute montagne du monde. Après, techniquement, c'est sûr que c'est pas le... T'as quel âge, toi, Mathis? Moi, j'ai 30 ans. T'as fait ça à 30 piges. Ouais, 30 piges. Tu vois, j'aurais pas pensé le faire. Au final,
moi je l'ai fait grâce à Inox aussi, hein, tu vois. Ouais, En fait c'est marrant parce que lui il a réussi à le faire grâce à moi. Mais tu l'aurais fait une fois dans ta vie, s'il n'y avait pas l'expédition de... Et je sais pas, Honnêtement je sais pas parce que c'est quand même un sommet qui coûte cher. Moi je pense pas que je me le serais payé pour moi à titre personnel. Tiens justement, combien ça coûte? Quel est le budget pour monter l'Everest? L'Everest, tu vois, on voyait beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux où les gens ils disaient que ça coûtait entre 600 000, 1 million d'euros. Mais non. En fait, les mecs ils avaient pas compris qu'ils disaient que ça coûtait 600 000 à 1 million d'euros l'expédition. Mais en fait, ça c'est le budget global du projet d'Inox parce qu'en fait, il fait un documentaire qui est de niveau cinéma. Ouais, bien sûr. Donc en fait, ça coûte très cher de filmer des vidéos de ce niveau-là de qualité. Mais l'expédition en elle-même, ça coûte autour de 50 000 euros par personne. Ouais, moi c'est ce que j'avais cru voir. Moi. 50 000 euros. Parce qu'en fait, le permis, il coûte déjà 15 000 euros. Et après, tu vois, il faut que tu payes la bouffe, faut que tu payes la nourriture pour 2 mois, il faut que tu payes les bouteilles d'oxygène, Sherpa. faut payer les Sherpas, faut payer... T'as plein de choses à payer sur place parce que ça dure quand même 2 mois. Après, t'as tous les transferts aussi sur place à payer. T'as tout le matériel du camp de base qui est monté avec des yaks. Donc ça, il y a quand même un vrai coût, quoi. Est-ce que ça te fait du bien, là, d'être installé ici? Franchement, ça fait du bien juste d'être dans un siège, juste de pouvoir parler français aussi, tu vois, parce qu'on parlait français entre nous, mais tu parles toujours en anglais avec les gars, avec les Népalais. Je vais te balancer une exclue là, c'est que Inès, il leur a dit, il les a tous invités à Paris. Mais non. Il les a tous invités à Paris pour la première. Waouh. Ah, pourquoi? Pour l'avant-première au Grand Rex? Ouais, il les a tous invités. Ouah, les gars, ils vont découvrir Paris et tout, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On va faire une semaine à Paris avec eux. Moi, je leur ai filé tout le matériel North Face, tous les dernières tenues et tout, pour qu'ils soient vraiment bien pendant l'expédition. Et là, en partant, je leur ai donné tout mon matériel. J'ai tout donné. C'est vrai? À tout donner. J'ai pris mon sac, je leur ai dit prenez tout ce que vous voulez pour les mettre bien. Nous, on a la chance de faire ces projets-là, d'être aidés par des marques. Eux, ils ont rien et ils sont en galère. Ah, les gars, ça les met hyper bien, ça. Et nous, si on peut les mettre bien, autant le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, ils vont venir à Paris. Après le Grand Rex, je les emmène chez moi à Chamonix et je vais les emmener au Mont Blanc. On va faire Mont Blanc. C'est fou. Ouais, c'est cool. C'est moi, on peut partager, tu vois. Eux, ils nous ont emmenés à l'Everest et nous, on les emmène faire un peu des montagnes par ici. Ouais, carrément. Donc, l'échange, il est sympa. Et du coup, l'Everest, toi, en termes de difficulté, tu t'attendais à ce que ça soit plus dur ou moins dur? Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus dur. Honnêtement, c'était pas si dur que ça. Ouais. Tu vois, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, qui sont pas préparés. Après, mais toi, t'es hyper aussi, parce que toi, t'es dans ce game-là, t'es hyper bien. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, il y a des passages où tout le monde disait, passage Hillary, le Yellow Band, des passages entre guillemets un petit peu techniques. C'est où la fameuse l'échelle, là? Les échelles où tu passes sur les crevasses? Ouais. Ça, c'est variable. C'est-à-dire qu'il y a des années où il y aura des grosses échelles, des années où il y en a un peu moins. Okay. En fait, les crevasses, elles bougent. Enfin, le glacier, il bouge, donc ça fait des crevasses qui sont plus ou moins grosses. Mais bon, ça se passe sans problème. Hein. Tu marches sur une échelle. Bon, je sais pas, moi j'ai le vertige de ouf, c'est pour ça me fait flipper quand je vois ce truc qui me fait flipper. C'est vrai en fait, ce qui est horrible, c'est que t'es obligé de regarder en bas, de regarder l'échelle, et du coup, tu vois le vide à travers l'échelle, tu vois. Oh là là. Et ça, j'avoue que ça fait un peu peur. Des fois, tu vois la crevasse, c'est vraiment profond. Ça fait des fois 20-30 mètres de profondeur. Ça fait un peu peur. Bah, c'est cool, ça me rassure en tout cas. Là, j'ai pu en savoir davantage. Parce que nous, en vrai, on était en France, mais on était dans le flou, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, tu vois des trucs se faire relayer sur TikTok, partout, des fake news, des trucs. Tu vois tellement de choses. Ouais, bah, tout le monde essaie de s'emparer un peu du projet. Ouais, c'est ça en fait. Sans avoir les infos, quoi. C'est ça en fait, tu vois. Inox, il a fait quand même quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Il a pas pris son téléphone. Il a laissé son téléphone à Webedia. Ah bon? Je te jure. Il a laissé son téléphone. Je lui dis, non, mais mec, tu vas pas laisser ton téléphone. Il a pris son téléphone, il m'a dit, ouais, no phone challenge. Il me dit, je laisse mon téléphone à Webedia. Wow. Donc il a fait tout le voyage sans son téléphone. Mais moi, tu sais, je l'ai coupé la veille du départ, tu vois. Et il m'a dit, à aucun moment... Bah moi, je pensais qu'il allait partir avec son téléphone quand même. Mais pour le coup, donc tu me dis que non. Mais à aucun moment, il voulait y toucher. Il m'a dit, moi, ça va être manga, échecs. Vous avez joué beaucoup aux échecs, non? Il nous a saoulés avec les échecs. Et on n'en pouvait plus. Il faisait que de jouer aux échecs tout le temps. Tu sais, la journée, t'as rien à faire. Lui, il faisait des parties d'échecs non-stop. On était genre 5-6. On se relayait. Ouais. Au bout d'un moment, on n'en pouvait plus. Lui, il jouait tout le temps. Mais il me l'avait dit, il m'avait prévenu ça avant son départ. Hein. Ouais, il nous a tués aux échecs. Ouais, ça va être manga et échecs. Il a tryhard les échecs comme jamais. Franchement, maintenant il est chaud, il est vraiment chaud. Là, tu m'étonnes, tu peux plus le fumer aux échecs, c'est mort. mort. Non, là, il était vraiment chaud. C'est mort. Mais tu vois, le téléphone, ça lui a pas manqué en vrai. C'est vrai? Non, il était content de... Vu qu'il y avait beaucoup de choses au début, là, quand on est parti au mois d'avril, il y avait beaucoup de... Ce qui nous a saoulé, c'est que les gens, ils sortaient des trends sur comme quoi il était mort. Oh, ça, non mais là, vas-y, frère. Ça, je trouve que c'était horrible. Ça, c'était vraiment horrible. Tu vois, même pour ça. Qui fait ça, frère?
c'est pas normal. Pour sa famille et tout, je trouvais que c'était vraiment pas cool. Et du coup, c'était pas mal que lui, il soit pas sur les réseaux et qu'il voyait pas ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Vu qu'en fait, lui, il donnait pas de nouvelles, les gens, au bout de 10-15 jours, ils pensaient qu'il était mort, quoi. Enfin, qu'il s'était passé quelque chose. Donc toi, t'avais quand même des nouvelles enfin, tu pouvais donner des nouvelles à tes proches, tout ça, quoi. C'est ça, ouais, moi, je donnais des nouvelles à mes proches. Même, en fait, et du coup, c'est moi qui donnais les nouvelles aux parents d'Inox. À ses parents, avec ton téléphone. À ses proches, voilà. Parce qu'il utilisait mon téléphone pour écrire de temps en temps à ses proches. Il y a eu besoin de porter des couches, alors, ou pas? Non, les couches... Il m'avait dit, c'est ce qu'il m'avait dit avant de partir, il a dit, s'il faut porter des couches, je porterai des couches. Il avait dit, ouais, quoi qu'il arrive. En vrai, il a pris des couches, il les avait dans son sac. Bah, je pense que c'est les miennes, parce que je lui en ai... Ah mais oui, c'est toi qui vas faire. Oui, je vais faire des couches avant le... Il m'en a donné une en plus. Il les a prises. Il les a prises, les noirs là. Oui, c'est ça. Il m'en a donné une, il m'a dit, tiens... C'est vrai, donc, en vrai, t'as fait le meilleur move. Ouais, c'était marrant, c'est vraiment marrant. La veille du départ, je lui ai apporté des couches. Il a dit, tiens, t'en auras peut-être besoin. Tu vois, très drôle. Ah, il les a pris avec lui, c'est dingue. On les a vraiment emmenés, par contre. Ah ouais, on les a vraiment emmenés. Putain, mes couches, elles sont parties sur l'Everest. Ouais, on n'a pas pris de tout prix, mais on en a pris, je crois, 2 chacun. Honnêtement... Elles ont pas servi. Non, elles ont pas servi. Ouais. En fait, honnêtement, le débat sur comme quoi il fallait redescendre donc tes excréments de la montagne. Ouais. En fait, c'est un peu un faux débat parce que quand t'es là-haut, tu brûles tellement de calories que tu vas pas aux toilettes. Déjà, tu pars pas longtemps, tu pars 2, 3 jours, 4 jours, mais t'as pas faim, tu manges très peu et tu brûles tellement de calories que tu vas pas aux toilettes. Et après, il y a quand même pas mal de pollution, tu vois, au niveau des camps d'altitude. Camp 2, camp 3, camp 4. On trouvait, c'est que la pollution, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas de la pollution où les gens ils laissent volontairement les déchets. Oui, voilà, je voulais en venir à ce sujet-là d'ailleurs, ouais, pour tout ce qui est pollution, tout ça. Je pense qu'il y a peut-être 20 ans, tu vois, 20-25 ans, les mecs ils laissaient peut-être volontairement du matériel et de la pollution là-haut. Ouais. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces camps d'altitude, les mecs ils vont mettre, tu mets ta tente, tu vas mettre du matériel, en fait tu déposes du matériel, tu vois, tu vas faire parce que tu peux pas tout porter le jour où tu fais le sommet, donc tu portes ta tente, tu laisses de la bouffe, tu laisses des bouteilles de gaz, et en fait il y a des fois où en fin de saison, tu peux pas remonter parce que si, admettons, il y a du mauvais temps, parce que toi quand tu vas poser le matériel, il va faire beau, tu vois, par exemple. Après tu vas redescendre, te reposer, tu te dis dans 4 jours je vais monter pour faire le sommet. Mais si en final la météo elle change et qu'il fait pas beau, et ben ça arrive que tu vois, il y a des années, chaque année ça arrive qu'en fait les gars ils peuvent pas remonter, chercher les tentes ou chercher le matériel qu'ils ont laissé, tu vois, parce qu'il fait trop mauvais. Du coup après les tentes elles sont laissées sur place et elles sont détruites, des fois elles sont détruites par les avalanches, elles sont détruites par le vent. Et en fait c'est ça qui fait que ça crée des débris, ça crée des déchets, parce que souvent tous les débris vont être pris dans la neige et après ça se prend dans la glace et c'est très compliqué à les enlever parce qu'en fait les débris sont pris dans la glace et toi si tu veux les enlever il faut que tu tapes la glace pendant une demi-heure pour sortir des bouts de déchets, quoi. Ok, je comprends. Donc c'est pas forcément volontaire, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que... Et maintenant, tu vois, cette année, on était obligé de redescendre 8 kilos de déchets. Donc à chaque fois que tu remontais, tu étais obligé de descendre 8 kilos de déchets. Ok. Donc tout le monde devait faire ça. Tout le monde devait faire ça. Alors frérot, on va allonger un peu le siège, ok? Je vais m'occuper de la beubare, comme ça tu vas te mettre à l'aise. Hop. Dis-moi si la hauteur est bonne pour toi. Je suis impeccable. Ok. Inox, il est monté avec son chapeau. Avec le chapeau, il est allé au sommet. Hein. Tout s'est passé comme prévu, quoi. Franchement, tout a roulé. On a vraiment eu de la chance. Passé comme ça, quoi. On a eu de la chance que tout ait roulé, quoi. Moi, j'imagine la pression sur tes épaules, quoi, tu vois. Parce que mine de rien, quand même, tu te dis... T'as pris quand même un petit peu Inox sous tes ailes, tu vois. Bah complètement, ouais, j'ai pris la responsabilité. Ouais, t'as pris la responsabilité, exactement. Quand même, c'est un truc quand même assez costaud à porter sur ses épaules, quoi. Ouais, c'est sûr. Surtout que moi, au début, j'avais pas conscience de la dimension de Inox. Ah, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pensais pas qu'il était autant connu, que les fans, ils étaient autant à fond derrière lui. Et à la limite, tant mieux, mais ça faisait un peu peur aussi, parce que ça met la pression, tu vois. Ça rajoute une pression supplémentaire. C'est ça. Donc à aucun moment Inox il a dit je vais arrêter. Non. Il a eu des moments de mou, tu vois, des moments où mentalement t'es un peu moins bien, mais non, on n'a jamais lâché. Fort. C'était pas question. Mentalement il est hyper fort. Hein. Mental d'acier. Mental d'acier, il a rien lâché. Alors, petite serviette chaude pour le Matisse. Allez, petite détente mon frérot. Ça va, c'est pas trop chaud? Non, nickel.
Là, je sens que tu m'as... Là, t'es frais, là. Là, je sens que tu Là, m'as... je t'ai mis Tu m'as bien rafraîchi, là. aux petits oignons. Aux petits oignons, là. Là, waouh. Je vais te mettre une crème hydratante, ok? Là, ma peau, elle ramasse. Ouais, ta peau, là, ça va faire trop du bien, ça. Bon, frérot, t'essayes de pas te regarder. On va te faire un bon shampoing et je vais te coiffer les cheveux, tout ça. Allez, feu. On fait comme ça? Demain. Allez. Bon, tu t'es toujours pas vu, hein? J'ai pas vu à quoi je ressemblais. Avant que tu te découvres, je vais te coiffer les cheveux, ok? On va mettre une petite poudre. Petite poudre coiffante. Ça va t'apporter de la texture, de la densité, tout ça. Et de la cire. Effet mat. Ça, c'était produit, là? Ouais, ça, c'est les produits de la gamme. J'espère que tu vas kiffer cette nouvelle coupe, hein. Tu vas voir. En fait, le vrai changement dans le burst fade, c'est surtout toute la partie arrière de la tête, tu vois. Ok. Parce que c'est là, en fait, où t'as de la masse. Vous pouvez déjà me dire dans les commentaires, les gars, si vous validez la nouvelle coupe de Matisse. Très, très cool. T'aimes bien? Ouais, moi, déjà, je pense que tu vas kiffer. T'es prêt? Allez, chaud de voir de ça. Tu vas te découvrir, là? Et je sens que c'est... Tu te rappelles de toi avant? Ouais. Ouais, c'est bon, tu te rappelles de Mais toi avant? je sens qu'il y a une fraîcheur déjà, Ah, il y tu a une vois. fraîcheur, là. Sans voir, je le sens déjà. Ferme les yeux. Hop. Et ben, écoute, Matisse, on y va? Ah ouais. Bon, mec, tu m'as laser. Tu m'as laser comme jamais, hein. Je t'ai laserifié, frérot. Ah bah là, mec, je suis frais pour l'été, hein. Et tu vois, je t'ai pas fait quelque chose de trop à blanc. Non, ça va, Tu vois, parce que comme ton crâne, il a pas vu le jour depuis longtemps. Depuis, mec, 1000 ans. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, pour pas faire un contraste trop important, tu vois. Donc, franchement, parfait. Donc, hein. au niveau des côtés, c'est comme ça que tu fais sur le dos. Enfin, au niveau du dessus, tu les mets comme sur le ça, côté, sur tu le les côté, rabats ouais, comme ça. ouais. Au niveau de la taille de la barbe, j'ai suffisamment enlevé ou pas? Ouais, c'est bon, nickel. C'est bien? Ouais, nickel. T'as laissé un peu, mais... Mais tu vois, ta peau, ça va, elle a pas pris trop cher, hein, avec la petite crème. Non, ça va revenir. Non, mais... Crème hydratante. Attends, elle va vite revenir, mais tu vois, si je choper un peu de... Et attends, le gros changement, c'est derrière. D'ailleurs, Attends, je te montre. J'arrive pas à voir. Ouais, t'inquiète, t'es prêt? Allez. Parce que c'est là que ça change, hein. Ok. Ah ouais, ok, nickel. Ah ouais, c'est stylé, hein. Tu vois le délire de la coupe ou pas? Je vois vraiment le délire de la coupe, ouais. Ah, c'est cool, hein. En Je vais te ouais, prendre du coup, une vidéo de derrière. En fait, ça garde de la... Oui, tu gardes de la masse ici en fait, Pas tu vois. mal de matière C'est derrière. ça le but. Et ça pour l'été, c'est caliente, c'est parfait. C'est une coupe d'été ça, tu vois. Là, franchement, mec, début de l'été, ça me met bien de fou. Ça va, ça te fait du bien ou pas? Franchement, ça me fait du bien. Vraiment stylé, j'aime bien. J'aime beaucoup. Franchement, je t'ai laissé carte blanche. Mec, tu m'as fait un truc nickel. J'ai pris le contrôle. Et ben voilà les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. J'espère que t'as kiffé aussi. Franchement, trop bien. Et tu m'as régalé. Direct arrivé de l'aéroport. Ouais, franchement. Merci de m'avoir pris un dimanche matin. Ouais. Tu m'as remis mais une fraîcheur là pour le début de l'été. Incroyable. On n'a pas perdu de temps. Non, là, t'as été efficace comme jamais. Là, on a géré. En tout cas, j'espère du mieux que je peux. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne. Il y aura aussi les réseaux de Matisse. Allez vous abonner, n'hésitez pas à aller follow en masse. Et ben voilà, toi tu vas rentrer maintenant chez toi. Je vais rentrer à Chamonix, on rentre à la maison après 2 mois d'expédition. Merci à toi de m'avoir reçu un dimanche matin. Mais t'inquiète, ça avec fait plaisir de fou. Force à vous l'équipe. Voilà, merci d'avoir regardé la prenez soin de vidéo. vie. Ouais, j'espère que vous avez kiffé ce petit format un peu chill, détente, petit débrief de l'Everest. Inox, gros bisous à toi. On est fiers de toi. Mathis, on est fiers de toi aussi. Franchement, vous avez vraiment géré. Voilà, hein, franchement, que dire de plus à part bravo. On a tout donné. Bravo, on a tout bravo, donné les gars. pour se faire plaisir à nous et À pas la décevoir la commune. La commune, vous avez été incroyable les gars. Normal. Incroyable. Normal. Bon bah voilà, on se quitte ici. On se dit à très vite la MIF. Prenez soin de vous. On est ensemble comme jamais. Bisous. Ciao Mathis. Ciao les gars. Bonne route.